Ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de la semaine prochaine. On va terminer la semaine qui s'achève par ce constat que cette semaine aura été relativement pauvre en termes de statistiques. C'était prévu, non pas eu de grands chiffres, pas on va dire de publications importantes. Donc ça c'est pour la semaine prochaine et je vous donne le détail dans quelques instants, aussi bien du côté des entreprises que du côté de la macro, notamment du côté de la macro américaine avec pas mal de chiffres la semaine prochaine importants pour la Réserve fédérale notamment. Cette semaine donc une semaine qui aura surtout été marquée par les questions commerciales. Nous avons eu plusieurs moments cette semaine, toujours autour des questions commerciales. D'abord en début de semaine, certains responsables en Europe qui laissaient entendre que potentiellement les discussions se poursuivent avec Trump et qu'il n'y ait pas forcément de nouvelles lettres à recevoir de la part de l'Europe. Quand on parle de lettres, ce sont ces lettres que Donald Trump a envoyées à plusieurs pays déjà la semaine dernière, qu'il a continué à envoyer cette semaine. Pour l'instant, l'Europe n'est pas concernée, n'a pas reçu de lettres. Mais c'est justement un vrai point d'attention pour les marchés parce que on a vu qu'en cette fin de semaine, il y a d'abord eu ces annonces de Trump de taxes de 50% sur le Brésil qui touchent toutes les importations provenant du Brésil et elles sont nombreuses, notamment sur tout ce qui est commodities, donc notamment matières premières, café et d'autres types de matières premières et de commodités. Et également la menace de taxes de 35% sur l'un des gros partenaires commercial des États-Unis, à savoir le Canada. Et donc on a eu à nouveau une poussée de fièvre sur les annonces on va dire de taxes du côté des États-Unis en cette fin de semaine. Et du coup, forcément, les points d'interrogation portent sur l'Europe. Est-ce que l'Europe finira par recevoir ou pas une lettre de la part de l'administration américaine pour fixer les droits de douane, pour accélérer le processus de négociation? On rappelle que la deadline c'était le 9 juillet, même si on avait compris qu'effectivement les nouvelles taxes annoncées par l'administration américaine et Trump donc ne rentreraient pas en vigueur avant le 1er août. Donc on est toujours dans ce processus de négociation, mais on voit tout de même que alors que pendant plusieurs jours, même quelques semaines, il n'y a pas eu de nouveautés en termes d'annonces du côté de l'administration américaine, et bien en cette fin de semaine, on a quand même des annonces assez fortes sur le Brésil et sur le Canada, et donc toujours un énorme point d'interrogation par rapport à l'Europe. Et d'ailleurs, quand on sonde à certains diplomates européens ou autres, c'est ce qu'on fait des agences, notamment comme Reuters par exemple, on voit qu'effectivement il y a un degré d'incertitude qui reste très élevé. Du côté de l'Allemagne et de certaines entreprises allemandes, on veut rester plutôt optimiste sur la capacité à trouver des accords, et il y aura probablement des accords à un moment donné, des accords en deux mots, donc il y aura des accords commerciaux à un moment donné, mais pour l'instant on est encore dans la phase où on se pose des questions sur est-ce que le point chaud a été atteint entre l'Europe et les États-Unis, ou est-ce que des lettres sont encore à recevoir. Donc on a vu que ça a quand même pesé sur la tendance en cette fin de semaine. On a des prises de gains sur le CAC 40, sur le DAX, et quand vous regardez les secteurs qui ont le plus baissé, par exemple au niveau du CAC 40, on retrouve d'ailleurs du luxe notamment, qui sont potentiellement concernés par ces décisions-là, du côté de l'Allemagne également. Donc voilà, on voit que c'est quand même toute la partie des grosses entreprises exportatrices qui a pas mal, et notamment les valeurs de consommation, qui ont pas mal reflué, enfin qui ont un peu reflué en cette fin de semaine. Un autre élément sur lequel on s'est attardé, c'est la question des... Alors juste avant, pardon, de vous parler de ça, je vais juste terminer sur la question du droit de douane. On a eu un chiffre qui a été estimé par la Chambre de commerce internationale sur les niveaux actuels de droit de douane. Donc on est actuellement sur des taux de droit de douane moyens aux États-Unis de 16%. Alors 16% dit comme ça, difficile à évaluer ce que c'est. La Chambre de commerce internationale nous dit que ce sont les droits de douane, les niveaux qui sont les plus élevés depuis les années 1930. On rappelle qu'on est dans une zone autour de 3-4% avant que Donald Trump ne prenne ses mesures commerciales. Donc on est effectivement sur des niveaux de droits de douane actuellement en moyenne de 16%, et la Chambre de commerce internationale va plus loin, estimant que les dernières annonces sur le Canada et sur le Brésil, si ces taux entrent en application, je ne sais pas si c'est probable, il y aura probablement encore une fois des contre-pieds de la part de l'administration américaine, mais si ces droits de douane annoncés dans cette fin de semaine venaient à entrer en vigueur le 1er août, eh bien la Chambre de commerce internationale estime que ça nous amènerait à 20% de droits de douane, et donc là il faudrait remonter au début des années 1900 pour retrouver un tel niveau de taxation à l'importation, donc un tel niveau de droits de douane du côté des États-Unis. Donc c'est quand même une situation qui est quand même particulièrement à surveiller, et le raisonnement suivant va sur les taux. On a remarqué également une des actualités de cette semaine, c'est que les taux se sont redressés. Vous regardez aux États-Unis notamment, le taux à 10 ans américain, il est tombé il y a quelques jours en dessous de 4,2%. Il est remonté ces derniers jours dans des zones aux alentours de 4,40, 4,50, et
peut-être aussi un élément à surveiller, je pense, c'est qu'on commence à voir aussi depuis quelques jours les taux remonter un petit peu en zone euro. Malgré toutes les baisses de taux de la Banque Centrale Européenne notamment, eh bien, on remarque qu'on a un mouvement obligataire, je dirais presque un peu mondial ces derniers jours, où l'ensemble des taux se sont redressés. On sait qu'il y avait une actualité spécifique au Royaume-Uni par rapport au budget, etc., où là, effectivement, les taux s'étaient redressés. On a vu l'épisode au Parlement de cette ministre en pleurs. Donc là, effectivement, les taux avaient déjà bougé à ce moment-là. Mais plus globalement, si on regarde bien, on voit que les taux ont grimpé au Royaume-Uni. On voit que les taux donc, sont pas mal redressés également aux États-Unis, mais aussi en Europe. Tous les taux, que ce soit le 10 ans allemand, 10 ans français, 10 ans portugais, 10 ans italien, tous les taux se sont redressés ces derniers jours. Et on voit que ce redressement s'opère en même temps, donc c'est en tout cas en parallèle de ces annonces toujours et de ces menaces commerciales du côté américain, parce que la question c'est est-ce que ces mesures pourraient être inflationnistes à un moment donné, et c'est toute la question d'ailleurs qui bloque la Fed et qui l'empêche pour l'instant de procéder à de nouvelles baisses de taux. Donc on voit qu'il commence à avoir un petit effet, je ne parle pas de contagion, ça c'est un mot inapproprié, mais il y a un petit effet quand même de ce redressement des taux américains qui commence à se voir aussi un petit peu sur la partie européenne. Sachant aussi que ce qui avait fait se redresser les taux américains il y a déjà quelques jours, c'est pas seulement les questions commerciales. On se souvient que c'était aussi les chiffres de l'emploi américain. On a vu des chiffres, notamment un rapport sur l'emploi perçu donc plutôt solide, taux de chômage qui baisse et des créations d'emplois toujours proches, enfin un peu au-delà de 140 000, donc un bon niveau de création d'emplois malgré tout. On a vu que ça avait provoqué le rebond des taux, la position de la Fed évidemment. Jérôme Powell devant le Congrès c'était à peu près il y a 2 semaines, qui avait fait comprendre voilà, que pour l'instant il ne pouvait pas, et c'est pas que lui, c'est la Fed, il a fait comprendre que la Fed, que les membres du FOMC, dans leur majorité, n'étaient pas favorables à des baisses de taux, des reprises de baisses de taux tout de suite, le temps justement de voir les effets des taxes douanières sur l'inflation américaine. Et donc, d'ici quelques instants, on va voir que c'est dès la semaine prochaine qu'on commencera à voir des éléments importants pour la Fed, et je vais expliquer pourquoi. Petite déclaration également cette fin de semaine qui a pu aussi provoquer, alors pas provoquer, mais qui a pu entretenir le rebond sur les taux en Europe, des déclarations de Isabelle Schnabel, une membre de la Banque Centrale Européenne, que le marché regarde et écoute comme d'autres membres de la BCE, mais qui est souvent assez écouté par les marchés. Elle a expliqué que la barre était désormais assez haute, pour reprendre ces termes, pour que les baisses de taux reprennent en zone euro. Alors, est-ce que c'est surprenant cette déclaration? On avait déjà entendu d'autres membres de la Banque Centrale Européenne expliquer montrer qu'ils n'étaient pas forcément favorables à poursuivre le cycle de baisse de taux au même rythme qu'il avait été mis en place, et que potentiellement des pauses étaient nécessaires après 8 baisses de taux consécutives. Donc je dirais que Isabelle Schnabel, elle le dit de manière un petit peu plus radicale, qu'effectivement la barre est très haute pour les baisses de taux, mais que voilà, je pense quand même que c'est data dépendant, ça reste data dépendant, c'est-à-dire que si effectivement on voit que l'activité en zone euro ralentit plus fortement par rapport à des questions de commerciales ou autres, que le marché que l'activité globalement ralentit et que l'inflation ne rebondit pas plus fortement que ça, les questions de baisse de taux pourraient reprendre, notamment si la Fed, elle aussi, embraye de son côté, par exemple, à la rentrée. Donc, simplement, vu qu'on analyse quand même les données de la semaine, ce genre de petite phrase d'une membre importante de la Banque Centrale Européenne, voilà, sur les questions de pas de nécessité pour l'instant de reprendre les baisses de taux, ça peut aussi provoquer ou entretenir plutôt le petit rebond qu'on observe actuellement et depuis quelques jours sur les taux européens, donc les obligations à 10 ans européennes. Des membres de la Fed se sont exprimés cette semaine pour expliquer que certains d'entre eux, en tout cas, tous n'ont pas la même vision, mais certains d'entre eux ont expliqué voilà, qu'on pourrait commencer à avoir dès sur les données d'inflation du mois de juin, les premiers signes visibles de l'impact des mesures commerciales de l'administration américaine. Et donc voilà, c'est ce que nous verrons notamment la semaine prochaine. Je vais venir dans quelques instants où seront publiés en milieu de semaine prochaine les chiffres d'inflation aux États-Unis. Dans ce contexte, que font les marchés? On a des marchés donc, qui ont quand même, pendant plusieurs jours, ces 2 dernières semaines, qui ont marqué des records. En cette fin de semaine, la volatilité grimpe un petit peu du côté des États-Unis, mais c'est léger, 4-5% de hausse de la volatilité, c'est pas non plus dramatique. Mais quelques petites prises de gains quand même aujourd'hui côté États-Unis. Donc la volatilité se trouve autour de 16-17 sur les marchés américains. C'est pas un niveau de volatilité qui est très élevé, donc un niveau qu'on pourrait peut-être même qualifier d'un peu complaisant par rapport à toutes ces questions commerciales qui ne sont absolument pas réglées à ce stade. Et
Donc on voit que bon, pour l'instant, les actions, là on fait un petit peu de surplace en cette fin de semaine, mais on a quand même eu les jours précédents des records en série sur le Nasdaq, sur le SP500, donc signe que les marchés étaient fondamentalement pas très inquiets de ces questions commerciales, mais ça soulève toujours la même question, est-ce que le marché est bien positionné actuellement ou est-ce qu'il est complaisant? Moi vous connaissez mon point de vue par rapport à ça, je trouve que sur les niveaux de valorisation actuels des actions américaines, si vous prenez l'indice de référence qui est le SP500, c'est un indice qui ne s'inquiète absolument pas à ce stade, donc d'éventuelles répercussions des questions commerciales. Quand vous êtes valorisé à 22 fois et demi les bénéfices anticipés, c'est que vous considérez que tout ce que nous voyons actuellement sur les questions commerciales n'aura quasiment aucun impact sur les entreprises américaines. Est-ce que c'est bien la réalité? Est-ce que ce sera la réalité? Sachant qu'en parallèle, la Fed, elle, se montre très méfiante justement sur ces questions d'impact, notamment en termes d'inflation, on peut effectivement considérer que le marché est quand même plutôt à l'aise, voire un peu trop à l'aise par rapport au niveau actuel des taux. On le disait, à 4,40% sur le 10 ans américain, et notamment un redressement plutôt marqué ces derniers jours. Est-ce qu'il est normal que les marchés actions restent perchés comme ça? Et par rapport surtout au ton qui est un petit peu remonté à nouveau du côté de l'administration américaine par rapport au Canada et au Brésil, même qui est même sacrément remonté, est-ce qu'il est normal que les marchés actions américains restent aussi élevés que ça? En tout cas, on aura des éléments de réponse dès la semaine prochaine, et là on va y venir maintenant, dès la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, vous aurez ça a déjà un petit peu commencé cette semaine, mais on va rentrer de plein pied dans la saison des résultats aux États-Unis et aussi en Europe, mais notamment aux États-Unis la semaine prochaine, avec les banques qui vont commencer à annoncer leurs résultats dans la semaine, et puis on aura également Netflix, la première valeur un peu tech, on va dire, du Nasdaq, qui va annoncer ses résultats. Et pourquoi on s'intéresse à Netflix? Parce que Netflix a connu une trajectoire absolument verticale ces derniers mois, à part depuis quelques jours où ça corrige un tout petit peu, mais une trajectoire absolument exponentielle de Netflix. Donc voilà, c'est le début des gros rendez-vous, saison de résultats qui commence la semaine prochaine, et puis on aura des chiffres macro importants aussi. Donc la semaine prochaine, lundi, on aura des chiffres sur la balance commerciale chinoise, on va surveiller toujours la partie exportation, mais aussi importation par rapport à la demande intérieure. Est-ce qu'elle se dynamise un peu plus, cette demande intérieure? Est-ce qu'elle se renforce un petit peu? Ça, on peut le voir aussi via les importations. Deuxième journée, donc c'est mardi, là on aura à nouveau pour démarrer, même dans la nuit, les chiffres sur la Chine, toujours important à surveiller, avec les chiffres de production industrielle, de vente au détail et de dynamique dans tout ce qui est l'immobilier urbain. Donc ces données sur la Chine sera le mardi. On aura mardi matin aussi l'indice ZIU du sentiment économique en Allemagne. Et puis gros rendez-vous, peut-être le rendez-vous le plus important la semaine prochaine, c'est dès mardi qu'on aura les chiffres d'inflation aux États-Unis, l'inflation CPI. Il y a deux mesures aux États-Unis, inflation CPI et inflation ensuite PCE. Donc mardi sera l'inflation CPI, et donc premier rendez-vous d'inflation du mois de juillet sur les données qui concerneront le mois de juin, et c'est là que nous verrons ou pas, et c'est ça tout l'enjeu de la journée de mardi qui est capital en fait, aussi bien pour l'administration américaine vu qu'elle met la pression sur sur Jérôme Powell depuis maintenant plusieurs mois, qu'une journée importante pour la Fed elle-même, qui pourra évaluer si effectivement sur l'inflation globale et l'inflation sous-jacente, si on commence à voir des effets des politiques commerciales de l'administration américaine. Donc gros rendez-vous mardi après-midi pour l'inflation américaine. Ça se poursuivra le mercredi avec des chiffres sur les prix à la production cette fois-ci. Là aussi on va regarder ça, c'est des indices de prix qu'on regarde toujours côté États-Unis. On aura des chiffres d'inflation également pour le Royaume-Uni à surveiller. Jeudi, autre journée très importante pour les États-Unis. Cette fois-ci, ce sera sur la consommation américaine et avec notamment les ventes au détail aux États-Unis. Pourquoi c'est important? C'est justement important pour voir si, on avait dit que jusqu'à présent, nous avions eu 2 mois consécutifs de repli des ventes au détail aux États-Unis. Nous verrons donc s'il y a un rebond des ventes au détail sur les dernières publications ou pas. Et donc c'est le consommateur américain qui sera scruté. Est-ce que ce consommateur garde le moral? Est-ce qu'il consomme? Est-ce qu'il consomme moins? Est-ce qu'il craint l'inflation? Voilà, c'est ces éléments-là que nous verrons donc sur les ventes détail qui seront publiées jeudi aux États-Unis. Quelques speakers de la Fed, ce sera jeudi après-midi, et puis on finira vendredi, là aussi avec une donnée sur la confiance des consommateurs, avec les données de l'Université du Michigan, qui fait une enquête tous les mois sur les consommateurs. Mais vu qu'on aura eu les ventes au détail un petit peu avant, le chiffre quand même le plus important, c'est les données hard, c'est-à-dire les données réelles de consommation. Les enquêtes, c'est toujours intéressant à surveiller, mais ce qui compte, c'est les chiffres réels de consommation, mais ça sera donc le jeudi avec les ventes au détail. Voilà pour ce bilan de la semaine et ce qui nous attend la semaine prochaine. À tous un excellent week-end, et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un dernier podcast. Au revoir.